Le syndrome myogène. Introduction. En 1868, Duchesne de Boulogne rapportait les premières études d'une maladie musculaire qui porte depuis son nom. Depuis, et jusqu'aux années 1960, la définition du syndrome myogène va graviter autour de deux arguments essentiels. 1. L'enquête génétique, basée sur l'interrogatoire. 2. L'examen clinique. Ces deux simples données ont permis à Walton, et Natras en 1954, de proposer une classification des maladies musculaires, relativement complète pour l'époque. Cependant de nombreuses entités, amyotrophie des ceintures par exemple, trouva difficilement une place stable dans cette classification, oscillant entre atteintes neurogènes et atteintes myogènes. Depuis, les progrès technologiques, électrophysiologiques, histochimiques, de la génomique, de l'imagerie médicale et de la biologie moléculaire, ont permis d'affiner le diagnostic d'une atteinte musculaire primitive. Actuellement, le diagnostic de syndrome myogène, ou syndrome myopathique, nécessite un faisceau d'arguments anamnestiques, cliniques et paracliniques que nous allons essayer de préciser. Diagnostic clinique, principaux symptômes. Classiquement, un syndrome myogène va comporter un déficit moteur, une amyotrophie, l'absence d'aréflexie et de troubles sensitifs. Cette définition simple est loin de refléter tous les cas. De nombreuses variantes peuvent se présenter. Le déficit moteur, baisse de la force musculaire. Coté de 0 à 5 selon la classification du Medical Research Council. 0, pas de mouvement. 1, ébauche de contraction. 2, mouvement actif après élimination de la gravité. 3, mouvement actif contre gravité. 4, mouvement actif contre faible résistance. 5, mouvement et force musculaire normale. Parfois seule une fatigabilité est rapportée. Diminution de la capacité à courir. Difficulté à monter les escaliers. Soulever des charges lourdes. Se raser ou se coiffer. À se relever d'une position accroupie. Fréquence des chutes. Parfois il est noté une amélioration paradoxale de la fatigabilité à la poursuite de l'effort. Dans certains cas il peut exister un déficit aigu transitoire plus ou moins sévère, paralysie dyscalamique. 2. L'amyotrophie peut manquer au début de l'évolution, ou dans certaines affections musculaires peu sévères. Peut être d'individualisation difficile, en cas d'adipose cutanée importante. Parfois, on peut observer des boules intramusculaires et la contraction, traduisant une atrophie focalisée au sein d'un muscle. 3. Les réflexes ostéotendineux, habituellement conservés, peuvent être abolis lorsque le déficit moteur est ancien et sévère. Les réflexes idiomusculaires, volontiers abolis. Sensibilité et spécificité faibles. Des signes associés, systématiquement recherchés, enrichissent la sémiologie, et orientent le diagnostic étiologique. 2 types. Un signe traduisant toujours l'atteinte musculaire striée. 2 signes traduisant l'atteinte d'autres organes. 1. Rétraction, elles sont responsables de déformations articulaires. Au niveau du triceps sural, elles entraînent la classique marche en équin. Au niveau des muscles du bras, elles entraînent un flexum du coude. Au niveau des muscles paravertébraux, entraînent un rigispine syndrome. Toujours préciser la date d'apparition par rapport à l'évolution de la maladie, intérêt dans le diagnostic étiologique. Très fréquentes au cours des myopathies évoluées, elles perdent leur intérêt diagnostique. Lorsqu'elles sont précoces, elles constituent un indice étiologique précieux. Rétraction du triceps sural, et du biceps brachial au cours de la dystrophie musculaire d'Emery-Dreyfus, précédant même l'apparition du déficit. 2. Hypertrophie musculaire, due à l'augmentation du nombre et de la taille des fibres, le plus souvent compensatrice. Classique au niveau des mollets. Peut concerner les muscles deltoïdes, triceps surox ou encore la langue, macroglossie. Parfois généralisé, aspect herculéen. Savoir la différencier. D'une pseudo-hypertrophie, transformation fibreuse du muscle. Du classique aspect en boule. Sur le plan diagnostique étiologique, elle s'évoque. Les dystrophinopathies. Parfois certains syndromes myotoniques, myotonie congénitale de ton sang. Cette figure montre hypertrophie des mollets, au cours de la dystrophinopathe de Baquet. 3.
Douleurs musculaires, les crampes, contractions musculaires douloureuses survenant au repos ou à l'effort. Le muscle est douloureux et induré. À différencier des phénomènes myotoniques, qui ne sont généralement pas douloureux. Les myalgies de repos, très fréquentes. Le plus souvent s'intégrant dans le cadre de myalgies psychogènes, diffusées migratrices. Parfois organiques, dans le cadre de myopathies inflammatoires, volontiers associées à des arthralgies. Les myalgies déclenchées à l'effort, le syndrome d'intolérance musculaire à l'effort. Toujours rechercher une myoglobinurie, urine brun foncé après effort, voire une rhabdomyolyse associée. Rare, rencontrée au cours de certaines myopathies métaboliques. Glycogénose par exemple, la maladie de Tarui. 4. Myotonie, se définit par une lenteur à la décontraction musculaire. Le plus souvent active et spontanée, apparaissant après certains efforts. Exemple, lorsqu'on serre la main du malade, cette dernière reste agrippée à celle de l'examinateur. Le plus souvent, augmentée par le froid, améliorée par la répétition du geste. Elle est volontiers déclenchée à la percussion du muscle, myotonie mécanique, bien visible sur la loge ténare. Il faut toutefois la différencier du myoœdème, gonflement musculaire localisé, et persistant après percussion, hypothyroïdie. Il faudra en préciser la topographie. Certaines sont distales. Certaines localisées au niveau de l'extrémité céphalique. Certaines massives entraînant une véritable tétanisation responsable de chute au démarrage, myotonie de ton sang. 5. Atteinte cardio-respiratoire. L'atteinte cardiaque doit être systématiquement recherchée. Elle conditionne souvent le pronostic vital, à une valeur pour le diagnostic étiologique. On peut rencontrer des troubles du rythme ou une myocardiopathie, plus souvent dilatée qu'hypertrophique. Elle est particulièrement fréquente dans les dystrophinopathies. L'atteinte respiratoire, secondaire à l'atteinte du diaphragme ou des muscles intercostaux, voire de la commande centrale. Elle apparaît de façon très insidieuse par une hypoventilation nocturne avec céphalée matinale et hypersomnie diurne. Elle se rencontre au cours de nombreuses maladies musculaires, souvent à un stade avancé de l'affection. Dans certains cas, elle est très précoce voire révélatrice, glycogénose de type 2. Signes associés traduisant l'atteinte d'autres organes. 1. Atteinte du système nerveux périphérique ou central. Une neuropathie périphérique associée à une maladie musculaire, s'accompagne d'une aréflexie, ou de troubles sensitifs. Cette association peut se voir dans certaines myopathies inflammatoires, en particulier les myosites à inclusion. On rappelle que l'association d'une aréflexie et d'un déficit moteur pur proximal, doit faire éliminer d'abord une amyotrophie spinale. Une atteinte du système nerveux central associée à une maladie musculaire est également possible. Une épilepsie, des myoclonies ou un syndrome cérébelleux, évoque classiquement une mitochondriopathie 2. Autres organes, la cataracte, myotonie de Steiner. Les atteintes rétiniennes, mitochondriopathie. Une surdité, mitochondriopathie. Des signes cutanés, myopathie inflammatoire type dermatomyosite. Une résistance à l'insuline, ou une dysthyroïdie, maladie de Steiner. Les signes digestifs. Fréquents au cours des myopathies sévères dues à l'immobilisation, constipation. Une stase gastrique ou des troubles de la motilité intestinale, sont parfois observés en cas d'atteinte associée de la musculature lisse. Autres organes. Les déformations ostéo-articulaires. Une scoliose, une hyperlordose, des déformations thoraciques, liées au déficit musculaire, et aux troubles de la statique secondaire. Des anomalies ostéo-articulaires propres à la myopathie, chondrodystrophie myotonique de Schwartz-Jampel, un rétrécissement de la fente palpébrale, une chondrodysplasie, une dysmorphie faciale, une asthénie, un amaigrissement inexpliqué, un fébricule, un syndrome sec ou des arthralgies, se voient dans les myopathies inflammatoires, s'intégrant dans le cadre de connectivite. Analyse topographique peut elle apporter au diagnostic. La précision de la répartition topographique du déficit moteur permet d'inclure la présentation clinique dans un cadre ou une formule syndromique. Ce regroupement est depuis de nombreuses années le critère majeur de classification des maladies musculaires. Il faut aussi noter la symétrie de l'atteinte musculaire,
L'asymétrie élément important au diagnostic de la FSH de l'andousillégrine. Notez également la sélectivité de l'atteinte. Forme des ceintures la plus habituelle, mais celle qui a le moins de spécificité diagnostique. Le déficit débute le plus souvent au membre inférieur, avec une faiblesse initiale des fléchisseurs et extenseurs de la hanche, puis des muscles des cuisses responsables d'une gêne lors de la marche rapide, et de la montée des escaliers. On appréciera cette atteinte proximale par les difficultés à se relever de la position assise, signe du tabouret, ou du sol, manœuvre de Gové. La démarche est dandinante, les chutes parfois fréquentes. Exceptionnellement, le début est scapulaire avec scapula alata, et déficit des muscles abducteurs de l'épaule, deltoïde. Devant un déficit progressif des ceintures, il faut discuter une forme pseudomyopathique d'amyotrophie spinale, ou un syndrome de Lambert-Eaton. 2. Forme faciale, l'atteinte isolée des muscles du visage reste exceptionnelle. En revanche, elle s'observe le plus souvent, avec d'autres signes cliniques dans de nombreuses myopathies au début. L'atteinte faciale est rapportée par l'interrogatoire, le patient dort les yeux ouverts puis, le déficit s'aggrave progressivement, avec signe de Charles-Bell, voire une occlusion quasi constante, les réactions conjonctivales secondaires. Le déficit facial inférieur s'accompagne au début de difficultés à siffler ou à gonfler les joues, et évolue ensuite vers une atteinte plus prononcée avec faciès figé et inexpressif. L'atteinte de l'orbiculaire des lèvres s'accompagne d'une éversion de la lèvre inférieure avec sourire transversal et asymétrique. L'atrophie des muscles masséters et temporaux donne un aspect d'allongement du visage. Dystrophie métonique de Steiner, la première figure montre une faciès typique au cours d'une dystrophie métonique de Steiner. La deuxième figure montre un déficit atrophiant distal des 4 membres, avec une calvitie trouvée au cours de la dystrophie myotonique de Steiner. 3. Forme facio-scapulomérale, l'asymétrie de l'atrophie musculaire est un critère de grande importance. L'atteinte faciale est caractéristique, et se traduit par une atteinte des orbiculaires des lèvres et des yeux. Au membre supérieur, il existe un décollement de l'omoplate ou scapula alata, atrophie du muscle grand dentelé fixateur de l'omoplate, contrastant singulièrement avec le respect du deltoïde, et une atrophie mérale et surtout du long supinateur. Au membre inférieur, l'atteinte est plus tardive sauf dans certains cas atypiques, atrophie jambio-péronnière avec aspect du tibia en lame de sabre. 4. Forme oculaire, habituellement les atteintes oculomotrices se manifestent par un ptosie ou une diplopie. Il faut éliminer en premier lieu une myasthénie, principal diagnostic différentiel, en recherchant un caractère fluctuant de cette sémiologie. En cas d'ophtalmoplégie d'origine myopathique, certaines particularités cliniques sont évocatrices. Antécédents familiaux de ptosie ou de myopathie. Le ptosie est fréquent, volontiers inaugural, entraînant le rejet de la tête en arrière, et associé dans certains cas à une contraction permanente des muscles frontaux avec élévation des sourcils. La diplopie est souvent absente, due à l'asymétrie de l'atteinte, ou d'installation insidieuse, contrastant avec une ophtalmoplégie sévère. La présence de signes associés, atteinte musculaire squelettique, une myotonie ou une cardiopathie. 5. Forme distale, présentation singulière pour une myopathie, et peut orienter le clinicien à tort vers une neuropathie. Toujours vérifier l'absence de troubles sensitifs et d'aréflexie. Ce dernier élément n'est pas toujours discriminant, en cas de neuropathie associée. Le muscle pédieux est volontiers conservé dans les myopathies distales, contrastant avec une atrophie des muscles sous-jacents, jambiers antérieurs ou les jumeaux, alors qu'en cas d'atrophie musculaire d'origine neuropathique, on a nécessairement une atrophie voire une disparition des petits muscles intrinsèques du pied. Devant une forme distale, on évoque une dystrophie métonique de Steiner. 6. Forme dite bulbaire, le déficit des muscles pharyngolaryngés se manifeste par une dysphagie, une dysphonie. Rarement inaugurale, et isolée. Plus volontiers rencontrée à un stade évolué de la maladie. Il en constitue un élément de gravité, perte de poids, survenue de pneumopathie de déglutition. Il faudra savoir éliminer une myasthénie ou une sclérose latérale amyotrophique. L'atteinte pharyngée est classique au cours de la myopathie oculopharyngée. Rencontrée également au cours de la myosite à inclusion.
On peut citer aussi le déficit du muscle sternocléidomastoïdien, au cours de la myotonie de Steiner, ou la myopathie FSH. 7. Forme paravertébrale, le déficit des muscles paravertébraux, s'observe au cours de l'évolution de nombreuses myopathies, sans spécificité étiologique particulière. Le déficit des muscles paravertébraux cervicaux, s'accompagne d'une chute de la tête. Le déficit des muscles axio-dorso-lombaires s'accompagne de difficultés de relèvement d'une position allongée, d'une incapacité pour se retourner dans son lit, une kyphoscoliose est fréquente. Plus exceptionnelle, les formes débutant par une atteinte prédominante de ces muscles, responsable d'un syndrome de la tête tombante. Rencontrée dans certaines myopathies inflammatoires, une telle présentation inaugurale peut aussi se rencontrer au cours de la myasthénie et la sclérose latérale amyotrophique. Diagnostic paraclinique. 1. Enzymes musculaires, leur élévation est le reflet de la nécrose de la fibre musculaire. Il est préférable de se limiter à la créatine kinase, CK. Cette analyse doit être faite à distance d'un traumatisme, EMG par exemple, et de tout effort, 48 à 72 heures. À noter qu'on peut observer une élévation des CK au cours de certains syndromes neurogènes, sclérose latérale amyotrophique, amyotrophie spinale. En cas de dysthyroïdie, au cours de la prise de certains médicaments, statine par exemple. Inversement, le dosage des enzymes musculaires peut se normaliser à un stade évolué d'une myopathie. D'une manière générale, la normalité des enzymes musculaires ne doit pas remettre en cause le diagnostic de myopathie, et une élévation modérée du tone est très spécifique. 2. Électromyogramme n'est pas systématique. Surtout utile dans les cas où l'examen clinique ne permet pas de différencier entre une atteinte neurogène et une atteinte myogène. Le tracé myopathique est caractéristique, au repos. Un silence électrique avec parfois des aspects neurogènes, fibrillation, potentiellement positif, dû à la fragmentation des fibres musculaires isolées de leur innervation. À la contraction volontaire. Les unités motrices sont sollicitées au maximum, un tracé trop riche contrastant avec des potentiels de durée brève, inférieurs à 4 ms, et d'amplitude diminuée. Électromyogramme. La normalité de l'EMG ne doit pas remettre en doute le diagnostic de myopathie, s'il a une forte suspicion clinique. On peut observer des tracés mixtes voire purement neurogènes, les myosites à inclusion. Inversement, sans myopathie sous-jacente, on peut observer d'authentiques tracés myogènes au cours de la myasthénie, ou du syndrome de Lambert-Eaton. L'EMG peut révéler l'existence d'une myotonie, des charges spontanées en salve. Les vitesses de conduction nerveuse, ainsi que les latences distales sont en principe normales. 3. Imagerie musculaire. Le scanner permet d'étudier avec précision le volume des muscles, établissant ainsi une véritable cartographie de l'atrophie musculaire. Permet également d'analyser la densité du muscle, qui apparaît plus ou moins réduite. Peut mettre en évidence des calcifications intraparenchymateuses, dermatomyosies de l'enfant. Il permet d'étudier un muscle hypertrophique, et de le différencier d'une pseudo-hypertrophie. Il aide à apprécier la symétrie ou la sélectivité de l'atteinte musculaire, élément précieux pour le diagnostic étiologique. Enfin, il permet le choix du site de la biopsie. Imagerie musculaire. L'IRM, indiquée au cours des myopathies inflammatoires, hypersignaux intramusculaires en relation avec l'inflammation focale. Elle permet aussi de localiser au mieux le site de la biopsie. Elle est parfois utile pour suivre l'efficacité du traitement, réduction du nombre d'hypersignaux, au cours des myosites. 4. Biopsie musculaire, permet d'affirmer le diagnostic d'une atteinte musculaire, et de préciser l'étiologie. Le choix du site de prélèvement n'est pas neutre. Il est indispensable de choisir un muscle suffisamment pathologique pour être informatif, mais pas trop atrophié afin de ne pas aboutir à une biopsie blanche, prépondérance de la dégénérescence fibro-adipeuse. Pour cela, on dispose de l'analyse clinique, et éventuellement de l'imagerie musculaire. Les muscles habituellement prélevés sont le deltoïde, le biceps brachial et le quadriceps. Biopsie musculaire, technique de prélèvement de la biopsie musculaire. Le plus souvent, il s'agit d'une biopsie à ciel ouvert sous anesthésie locale. Elle reste la technique de référence,
car elle permet de prélever une quantité de tissu musculaire suffisante. Certaines équipes utilisent la biopsie à l'aiguille. C'est une technique moins traumatisante mais avec ses limites, l'exploration se fait à l'aveugle, et la quantité de tissu prélevé est moins importante. Analyse histologique de la biopsie musculaire, histopathologie conventionnelle. Montre des fibres atrophiques disséminées avec parfois des fibres hypertrophiques. Elle peut montrer des inclusions, des lésions propres aux mitochondriopathie, fibres rouges déchiquetées, des vacuoles ou des signes d'inflammation. Histoenzymologie. Différencie les types de fibres. Il y a ILIB. Elle étudie certaines enzymes de dégradation ou de régénération. Microscopie électronique. Elle n'est pas systématique, elle recherche notamment certaines inclusions spécifiques. Immunohistochimie. Technique simple, rapide et moderne, elle utilise de nombreux anticorps monoclonaux spécifiques, afin de déterminer les protéines anormales. Biochimie. Elle est réservée à la recherche d'une myopathie métabolique, et à l'exploration de la chaîne respiratoire des mitochondries. Cette figure 3 montre un muscle normal. Figure 4, aspect histologique du muscle, au cours de la dystrophie musculaire de Duchenne. Atrophie musculaire, fibrose interstitielle et involution additeuse, avec une nécrose-régénération des fibres. 5. Génétique moléculaire, la recherche d'une mutation sur un gène, se fait dans le tissu musculaire ou dans le sang. On analyse l'ADN nucléaire ou mitochondrial. L'identification des gènes en cause, lorsqu'elle est possible, déchiffre le défaut génétique primaire. 6. Autres explorations, la recherche d'un syndrome inflammatoire, vitesse de sédimentation, électrophorèse des protéines sériques, ou d'auto-anticorps, anticorps antinucléaires, est importante pour le diagnostic des myopathies inflammatoires. Un bilan thyroïdien est systématique chez l'adulte. Le dosage du rapport lactate-pyruvate est important en cas de maladie mitochondriale. Le dosage de la kaliémie, en cas de déficit musculaire transitoire, dans le cadre des paralysies dyskaliémiques. Autres explorations, un test d'effort, sous ischémie ou l'épreuve d'effort sur bicyclette ergométrique. Utile devant un tableau d'intolérance à l'effort, dont elle peut préciser le mécanisme. L'absence d'élévation de l'acide lactique est en faveur d'une glycogénose. Une hyperlactacidémie, travail en anaérobie, évoque un dysfonctionnement mitochondrial. Le bilan cardiologique et l'exploration fonctionnelle respiratoire au cours du diagnostic, mais surtout au cours du suivi, pronostic vital. Diagnostic différentiel, le syndrome neurogène, trouble sensitif. Aréflexie. Réponse idiomusculaire conservée. Fasciculation. EMG, tracé pauvre de grande amplitude. Biopsie musculaire, normale. La myasthénie, apparition et aggravation à l'effort. EMG, décrément. Biopsie musculaire, plaque motrice altérée. Dosage des anticorps antirécepteurs d'acétylcholine. Sensibilité aux anticholinesterasiques. Diagnostic étiologique, qualité des symptômes. Topographie du déficit, la symétrie et la sélectivité. Âge d'apparition et le profil. Un début précoce suivi d'une relative stabilité, évoque le profil évolutif d'une myopathie congénitale. Inversement, un début un peu plus tardif après un développement initial normal, évoque plutôt une dystrophie musculaire. L'existence éventuelle d'antécédents familiaux, et le mode de transmission faire l'arbre généalogique. L'origine ethnique. Certaines myopathies sont associées à des isolats géographiques, île de la Réunion, Pays Basque, Zigane. Classification des maladies musculaires, basée sur 3 principaux éléments. La génétique, la topographie, l'histopathologie. Il existe 2 grands groupes. Myopathie d'origine génétique. Myopathie acquise. 1. Myopathie d'origine génétique, les dystrophies musculaires. Due à la destruction progressive des fibres musculaires du fait d'une altération primaire. Dystrophie musculaire non myotonique, liée à X, maladie de Duchenne. Maladie de Becker. Maladie d'Emery-Dréfus. Myopathie facio-scapulo-humérale de Landouzy-Desgerine. Myopathie des ceintures. Myopathie distale. Myopathie scapulo-péronnière. Myopathie oculopharyngée. Dystrophie musculaire congénitale.
Dystrophie musculaire myotonique, maladie de Steiner. Myopathie d'origine génétique, les myopathies congénitales non dystrophiques, dues à une anomalie du développement et de la maturation des fibres pendant la période fœtale, exemple, maladie de Thomson. Les myopathies métaboliques, dues à un dysfonctionnement de la voie de dégradation des sucres, glycogénose, du métabolisme des graisses, lipidose, de la chaîne respiratoire, maladie mitochondriale. 2. Myopathies acquises, surviennent sur un muscle antérieurement sain. Myopathie inflammatoire, polymyosite, dermatomyosite, myosite à inclusion. Myopathie toxique et médicamenteuse, statine, corticoïdes, antirétroviraux. Myopathie endocrinienne, dysthyroïdie. Maladie de Cushing. Myopathie infectieuse. Myosite virale. Myosite parasitaire. Conclusion, l'analyse clinique reste déterminante pour aboutir à la reconnaissance d'une myopathie. Elle conduit obligatoirement à une analyse topographique, afin d'inscrire cette myopathie dans un sous-groupe prédéfini. Cette description topographique peut être affinée par les examens radiologiques, scanner et IRM. Le dosage des enzymes musculaires est systématique, même si un taux normal n'exclut pas le diagnostic. L'électromyogramme confirme le plus souvent le syndrome myogène, mais est surtout important pour identifier une neuropathie ou une myotonie associée. La biopsie musculaire reste l'élément clé dans l'identification précise d'une maladie musculaire. Enfin, une étude génétique vient parfois confirmer définitivement le diagnostic. Il est même possible que la génétique moléculaire permettra dans les années à venir le diagnostic des maladies musculaires, avant même leur apparition, puce ADN. Cependant, rien ne remplacera l'analyse sémiologique et le raisonnement du clinicien. Abonnez-vous à la chaîne Poster Vision sur YouTube pour être au courant de l'actualité.